Bonjour Gilles, merci beaucoup de participer à cette interview. On organise donc ces conversations apprenantes pour le média de Learn Assembly. Donc on va parler ensemble d'éducation, de formation, du numérique, de sujets qui nous tiennent à cœur et essayer d'avoir un petit peu ton point de vue sur ces sujets-là. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, toi, tes expériences d'éducation, de formation, qu'est-ce qui a été marquant dans ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené après à t'intéresser à ces sujets-là et à te forger les convictions qui sont les tiennes aujourd'hui? Bonjour, mon expérience est une expérience plutôt hachée. J'ai fait une école alternative quand j'étais à l'école primaire et une partie d'ailleurs du secondaire. J'ai quitté le système éducatif vers 15 ans, j'ai passé un bac en candidat libre et après je dirais que j'ai pris des cours à droite à gauche mais rien de décisif avant de monter ma première entreprise à 22 ans. Donc c'est une expérience plutôt frustrante et je pense que c'est de cette frustration qu'est né mon intérêt pour les enjeux d'éducation au sens large. Et du coup, est-ce que justement tu peux nous dire quelques mots sur l'école primaire? Tu étais dans une école Montessori, Steiner, qu'est-ce que tu en retiens? J'étais d'abord dans une école publique, ça s'est très mal passé. Après j'étais dans une école Steiner qui est une forme d'école Montessori où ça s'est tout aussi mal passé. Je pense que j'avais deux types de frustration. L'incapacité d'avoir une école qui fonctionne à mon rythme, et donc mes sujets qui n'étaient pas ceux qui étaient enseignés d'une façon générale. Et puis le fait de ne vraiment pas du tout avoir le moindre poids sur ce que j'avais envie de faire. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était l'électronique, c'était vraiment de faire des trucs, des bricolages, c'était impossible de faire ça là-bas. Ouais. Ok. En tout cas, on sait tous que beaucoup de gens qui s'intéressent à la formation sont des élèves frustrés et c'est souvent ce qui les amène à être des passionnés d'éducation et de pédagogie ensuite. Donc je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là et beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo se reconnaîtront là-dedans. Tu disais que tu es devenu entrepreneur. Comment est-ce que tu es devenu entrepreneur? Comment est-ce que ça s'est imposé à toi? Surtout à un moment où l'entrepreneuriat était un peu moins à la mode qu'aujourd'hui, on ne parlait pas encore de Startup Nation, on n'avait pas des incubateurs à tous les coins de rue. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce que tu as appris de cette première expérience? Alors moi je travaillais dans le bâtiment, plus exactement dans l'alpinisme du bâtiment. Je travaillais sur des chantiers à la Défense et j'ai mon patron qui m'a dit il y a énormément de boulot. Et là je me suis dit s'il y a beaucoup de boulot, je vais monter une boîte dans ce domaine. Et c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. D'ailleurs à l'époque entrepreneur ça voulait surtout dire entrepreneur dans le bâtiment. Dans le BTP, ouais. Et donc j'y suis venu de cette façon-là. Par la suite, je pensais que j'étais un grand entrepreneur parce que j'avais fait une première entreprise qui marchait à peu près et j'ai monté une deuxième entreprise dans le domaine du design industriel. D'accord. Et comment tu as développé les compétences dont tu avais besoin pour développer cette boîte, la gérer? Comment tu as appris finalement à créer une boîte, à la développer, à la faire grandir et à ce qu'elle réussisse puisqu'elles ont plutôt bien réussi tes différentes entreprises? D'abord, c'était vraiment du bricolage, hein. C'était mal géré au départ. Et on s'est débrouillé comme on a pu, avec les problèmes qui se présentaient les uns derrière les autres. Et peu à peu, j'ai appris. Et j'ai vraiment beaucoup appris, puisque au début, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Par exemple, je parlais évidemment pas anglais, je comptais pas forcément très bien, je comprenais pas la comptabilité, etc., etc. Donc tout ça, je l'ai appris sur le tas, petit à petit. Et au fur et à mesure que mes entreprises se développaient, elles se sont mises à exporter. Là, j'ai appris à parler anglais, j'ai appris d'une façon plus générale, beaucoup de techniques de management et je l'ai fait sur le tas. Ok. Et il y a quelque chose qui est très présent dans le monde entrepreneurial, c'est le tutorat, le mentorat. Il y a beaucoup de mentors dans cet univers-là. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as mis en pratique? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues qui t'ont aidé dans ton parcours entrepreneurial? Les choses ou plutôt les gens qui ont le plus d'influence sur moi, c'est des mentors. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, très peu nombreuses, je pourrais compter ces gens-là au nombre de 4 ou 5 personnes qui ont eu des inflexions décisives sur mon parcours à un moment ou à un autre. Et donc, pour moi, ce concept de mentor est déterminant. Et je pense qu'une forme d'inégalité sociale forte, c'est le fait que quand on est à Sarcelles en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément les mêmes mentors que quand, comme moi, on est à Meudon.
où mes mentors, c'était des grands capitaines d'industrie et qui m'ont donné quelques conseils de grande valeur. Ok. Du coup, ça nous amène à un sujet qui est au cœur de ces conversations et du sujet qui nous préoccupe. C'est justement comment on arrive à, grâce au numérique ou pas grâce au numérique, à réduire les inégalités dans l'accès à l'information, dans l'accès au réseau, pour donner un peu plus d'égalité des chances. Qu'est-ce que tu observes sur ça et quelles initiatives ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement rendre le numérique et l'entrepreneuriat plus démocratique qu'il ne l'est aujourd'hui ou qu'on aimerait qu'il le soit? Il y a des initiatives fortes, notamment gouvernementales, qui consistent à créer des lieux d'apprentissage qui sont des apprentissages courts. Maintenant, ça ne résout pas ces enjeux de mentorat. Toutes ces super soft skills sociaux ne sont pas pris en compte dans ces dynamiques-là. Donc, je crois qu'il y a des plateformes qui visent à permettre d'avoir des mentors. Je pense à l'initiative de Moussa Mara, par exemple, qui est l'une d'entre elles, les déterminés. Ouais, les déterminés. Voilà, c'est super. Bon, il en faut beaucoup comme ça pour qu'on puisse retourner à la table. Ouais, ok. Du coup, ça nous amène au sujet du numérique, qui est un sujet clé aujourd'hui. Le numérique, voilà, on ne va pas le redire, mais il a créé énormément d'opportunités, énormément d'emplois. Il crée aussi parfois des prolétaires du numérique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois l'orientation des systèmes de formation, d'éducation autour de la filière numérique en France? Qu'est-ce qui retient ton attention sur ce sujet-là? Il y a beaucoup d'initiatives en France, mais je crois que nous manquons d'initiatives d'envergure. Moi, j'observe que les académiques et le monde de l'enseignement supérieur français est un peu en retrait de son potentiel. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on vienne les chercher, qu'on leur dise on a besoin de plus de gens pour qu'ils se disent bon, on va peut-être l'année prochaine essayer d'augmenter la taille de la promotion. Alors tout ça est difficile parce qu'il faut trouver des gens qui sont volontaires d'une certaine manière. Et quand vous n'avez pas de gens qui sont volontaires, vous ne pouvez pas créer des formations ex nihilo. Aujourd'hui, il semble qu'on les a, les gens volontaires? En tout cas, le public cible, les participants à ces formations, ce serait quoi le problème du coup? C'est un problème de volontarisme, c'est un problème de vision, de compréhension des enjeux mondiaux? Je pense que c'est un problème de goulot d'étranglement dans la chaîne entre guillemets, d'éducation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bons en maths, qu'ils aient des soft skills, qu'ils aient envie de le faire. Ces conditions, lorsqu'on les réunit, on tombe sur des populations qui sont trop faibles pour faire grossir les cohortes d'élèves, en tout cas dans les formations qualitatives. Il y a quand même un côté sacerdoce important dans ces formations qui sont très intenses, qui durent souvent 5 ans et qui font que tout le monde ne peut pas nécessairement matériellement et psychologiquement se les offrir. Et du coup, justement, finalement, le monde de la formation continue, de la formation professionnelle, on attend de lui qu'il réduise des inégalités qui sont parfois héritées de l'éducation nationale, héritées du système d'avant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour créer des parcours de formation plus égalitaires, plus accessibles? Tu parlais des soft skills, c'est clair que les soft skills finissent presque par créer de l'exclusion dans certains cas, parce que quand on ne les a pas au début, ça devient très compliqué. C'est plus dur de les acquérir, c'est sûr. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour créer des filières un peu différentes et favoriser l'insertion? Est-ce que c'est les entreprises qui doivent prendre le lead, créer leur propre système de formation? Qu'est-ce qui peut être fait pour toi? De ce que j'observe dans les grandes entreprises, à quelques exceptions, hein, comme par exemple Sodexo, la formation professionnelle est un sujet qui est assez aliénant. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit aux entreprises d'arriver à résoudre cet enjeu-là. Encore une fois, il y a des exceptions. Mais aliénant dans quel sens? Qu'est-ce que tu entends par aliénant? Ce sont des formations qui sont très tayloristes et qui visent à avoir des gens qui sont directement opérationnels. Et cette notion de soft skills, de collaboration est peu présente. Même si partout, dans toutes les formations, c'est marqué ouais, on va vous former à l'agile, au design thinking, etc. Quand on regarde le contenu des formations, on est assez déçu en fait. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est des initiatives qui sont à mon avis plus disruptives, qui ne sont pas forcément directement liées à l'intérêt de l'employeur, mais qui visent à enseigner des vrais soft skills et notamment potentiellement à créer des contacts avec des mentors qui pourront accompagner notamment des projets d'entrepreneuriat.
le système de formation professionnelle en France, c'est un système qui engloutit énormément d'argent, qui est très structuré et qui, malheureusement, on le voit bien aujourd'hui en termes d'insertion, d'employabilité, de chômage, ne répond pas à tous les objectifs. Est-ce qu'il faut faire table rase de ça? Qu'est-ce qu'il faut franchir comme ligne jaune pour arriver à recréer ce système et à redonner un peu d'air dans cet univers? Le choix qui a été fait par la réforme de la formation professionnelle, c'est pas de faire table rase, puisqu'on maintient les OPCA, on crée un peu de transparence, on recentre les dispositifs, mais c'est toujours les partenaires sociaux qui gèrent la formation professionnelle. Je ne suis pas sûr qu'on réponde à la problématique. Je pense que notamment mettre de l'ingénierie pédagogique, avoir une vraie mesure de la performance qui soit externalisée, ce sont des enjeux qui sont importants. Et puis surtout digitaliser les parcours, parce que quoi qu'on en dise, si on veut massifier, il faut utiliser le potentiel de ces outils, même s'ils sont très décriés d'une façon générale. Et puis au-delà de ça, il faut apprendre par et pour le numérique. C'est-à-dire que maîtriser les compétences digitales, c'est plus optionnel aujourd'hui. Alors du coup, c'est un des sujets, c'est que finalement, quand on discute avec beaucoup de gens sur les formations digitales et sur l'accès à la formation en ligne, très souvent, ils freinent, ou parfois ils freinent en disant « Pourquoi nous on le ferait si nos élites, nos dirigeants dans les grandes entreprises, elles-mêmes ne basculent pas dans ces pratiques digitales, à la fois sur la formation et dans la manière de travailler ?» Est-ce que l'élite des dirigeants d'entreprise ou du secteur public français a un problème avec le numérique? Est-ce qu'il y a un problème français avec le numérique ou pas? Oui, il y a un problème français avec le numérique, à commencer par les élites. C'est-à-dire que quand je rencontre des acteurs politiques ou de la haute fonction publique, ce sont souvent ceux qui maîtrisent le moins bien ces sujets-là. Et de fait, ils n'ont pas... Tu as publié une étude donc, à l'Institut Montaigne sur la maturité numérique des députés ou des parlementaires? Oui, des députés, ouais. Qui est tragique, puisqu'il y a 30 députés qui ont une très bonne maîtrise de ces sujets. Alors, on m'objecte souvent qu'on n'a pas besoin de maîtriser les sujets pour pouvoir les réglementer. C'est faux, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que les pays qui sont les plus avancés en matière de transformation digitale ont un corps politique, une haute fonction publique qui maîtrise parfaitement ces sujets-là. Et la raison pour laquelle il faut les maîtriser, c'est que ce n'est pas des techniques, c'est une culture. C'est une rupture forte, sociétale, civilisationnelle, qui nécessite qu'on la maîtrise, plus particulièrement lorsqu'on est à des positions de décision qui sont stratégiques pour le pays. Alors en Chine, c'est typiquement l'exemple du pays qui a investi massivement dans le numérique, dans l'intelligence artificielle. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui a fait que la Chine s'est investie dans ces sujets-là, a décidé de mettre des milliards sur la table en investissement dans l'éducation, dans l'intelligence artificielle? Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce que tu as pu voir sur ce sujet-là? Je crois qu'on se méprend vraiment sur ce qu'est la Chine. C'est-à-dire que quand je lis les analyses qui sont faites à cet égard, je les trouve de façon très structurelle assez fausses. La Chine, c'est un pays communiste avant tout, et donc qui procède du matérialisme historique et scientifique, et de fait qui valorise les connaissances scientifiques. Il y a peu de pays, je pense, qui, au sein des instances de direction du Parti communiste et au sein de l'ensemble des instances de direction du pays, disposent d'autant de compétences scientifiques. Gens qui ont vraiment des formations d'ingénieurs, des formations scientifiques. C'est très frappant. Moi, il m'arrive de rencontrer des hauts fonctionnaires et même du personnel politique chinois. La chose qui frappe, c'est qu'ils ont beaucoup plus souvent qu'en Europe des formations scientifiques. Donc, il ne faut pas être surpris si finalement ils sont capables aujourd'hui d'arriver à tourner complètement leur pays vers une révolution numérique avec une très très grande efficacité. Et une des caractéristiques de la Chine, c'est de mettre en place une grosse souveraineté numérique et de bloquer un certain nombre de plateformes extérieures, donc d'avoir une logique de soft power, d'intelligence économique dans le numérique. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut remettre en place du protectionnisme numérique? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ça évidemment c'est des grands sujets avec une caractéristique politique forte et je ne verserai pas dans une forme de politique populaire facile, mais néanmoins je pense qu'on fait preuve d'une grande naïveté. On a une balance des échanges qui est massivement déséquilibrée de l'ordre de 30 milliards
d'euros par an, rien que pour la France. On n'a qu'un seul pays qui a une balance des échanges positive en Europe à l'égard de la Chine, c'est l'Allemagne. Et on n'a rien qui nous pousse à essayer de corriger ça. Donc moi je pense que toute critique bue à l'égard de Donald Trump, ce qu'il fait dans ce domaine est vertueux. Et on devrait faire pareil. Voilà. Simplement, on a du mal à avoir finalement des politiques publiques radicales à l'échelle de l'Europe, parce que l'Europe c'est une forme de plateforme de compromis pour l'instant entre les pays membres. Et pourtant, tout pousse à croire qu'il n'y a pas de bénéfice à laisser les choses filer ainsi, ni pour la Chine ni pour nous. C'est-à-dire que la Chine, elle ne développe pas son marché intérieur, et nous, on écroule notre système productif. Finalement, la grande réglementation numérique qui a été portée par l'Union européenne, c'est le RGPD. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Qu'est-ce qui permettrait à l'Europe de créer des barrières pour développer l'économie numérique et favoriser l'employabilité, les emplois en Europe? Si on avait une vision politique un tant soit peu développée, je pense qu'en quelques années, on résout tous nos problèmes. Il y a 2 ou 3 grands sujets qui, à mon avis, mériteraient d'être mis en avant. Avoir des compétences numériques qui soient mobiles à l'échelle de l'Europe, donc une forme de LMD, licence master doctorat européen là-dessus. Avoir des programmes de défense numériques unifiés. De cybersécurité. Et d'investissement importants. Alors évidemment, ça fera plaisir ni à la Chine ni aux États-Unis, peut-être encore moins aux États-Unis qu'à la Chine, mais c'est une brique, pour ainsi dire, indispensable à cet égard. Avoir un plan de relance industriel basé sur le numérique qui n'hésite pas à se défendre en mettant en place des barrières douanières, parce que la Chine et les États-Unis le font, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas non plus. Et puis, commencer, je pense, à introduire l'idée que les externalités sociales et environnementales doivent être pénalisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire au détriment de l'environnement, dans des conditions sociales qui sont déplorables, en dehors d'Europe, et que ça ait aucun coût. Que ce soit un fabricant de t-shirts ou des gens qui font des iPhones, eh bien, il faut s'assurer que les conditions et les externalités sont convenablement traitées. Voilà, et toute autre approche est tout simplement naïve. Okay. Alors justement, c'est intéressant parce que cette naïveté du monde dirigeant en Europe sur le numérique. Récemment, tu t'es écrivé un article dans la Harvard Business Review sur justement les freins à la transformation numérique des entreprises et du secteur public et les raisons qui bloquaient ça. Est-ce que tu veux revenir un petit peu dessus, nous dire quelles étaient un peu tes observations ou tes convictions sur ça? Oui, je vais être encore une fois très critique, mais les entreprises européennes et plus particulièrement françaises ne se transforment pas. C'est-à-dire, elles prétendent faire un ersatz de transformation numérique. En réalité, cela fait maintenant 5 ans que je mesure cette transformation. Le ICAC 40. Le ICAC 40 que je fais avec les Échos. Et lorsque je compare cette transformation avec ce qui se passe à l'étranger, plus particulièrement au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, je constate qu'elle va beaucoup moins vite. Elle va beaucoup moins vite parce que la pesanteur des modèles de management, des cultures d'entreprise françaises est très liée à la notion de commander et de contrôle, de command and control, et qu'on n'arrive pas à dépasser ça. Et ça, c'est un problème qui était probablement un peu secondaire il y a quelques années et qui devient central aujourd'hui. Okay. On est en plein en ce moment dans les gilets jaunes. Toutes les semaines à Paris, il y a des gens qui manifestent et qui protestent contre un sentiment d'inégalité et d'exclusion. On a parfois l'impression que les discussions, même la discussion qu'on a là, elle est en total décalage avec ce que vivent une grande partie des Français, de leurs préoccupations du quotidien. Comment on arrive à finalement rapprocher les enjeux du numérique et les enjeux dont on parle là, des problématiques du quotidien, à pas créer un monde parallèle qui est le monde des startups, le monde de la transformation digitale, du design thinking qui est peut-être un peu en décalage. Comment tu vois cet écart? Moi, j'ai l'impression qu'il se creuse en ce moment. Comment on peut arriver à créer un langage commun, à se comprendre? Comment tu vois ça, toi? Alors, je pense au contraire que ce phénomène des gilets jaunes est parfaitement lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire aussi bien les modèles de management qui n'évoluent pas et qui ne permettent pas de transformer les entreprises
et donc de capter des gains de productivité qui leur permettraient de rester compétitives, que finalement la destruction du tissu économique et donc social auquel on assiste, c'est directement lié à ces enjeux des gilets jaunes. Et ce que l'on voit, c'est que cette révolution digitale, pour le moment, elle profite à une seule classe, c'est celle des gens qui sont fortement diplômés, donc une sous-fraction de la population française, tandis qu'elle détruit finalement le modèle fordiste social qui était au bénéfice des classes faiblement formées. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a juste un constat d'une incompréhension des acteurs politiques, des dynamiques qui sont actuellement à l'œuvre, l'incapacité à reprendre la main d'une façon générale, et ça c'est vraiment le propre des pouvoirs technocratiques, et je pense que ça va continuer comme ça, parce que on n'est pas capable d'avoir une lecture technologique du monde qui vient, et à mon avis qui est un surdéterminant. Pour terminer, donc ce média, c'est le média des optimistes de l'employabilité. Notre objectif, c'est de donner des grilles de lecture, des outils à la fois aux entreprises et aux individus pour prendre soin de leur employabilité et pour évoluer dans un monde qui est complexe et qui change. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous regardent pour prendre soin de leur employabilité, pour se poser les bonnes questions? Par où commencer? Je vais dire quelque chose qui est très provocateur, mais je pense que c'est amusant de se mettre au code. C'est très surprenant. J'ai recommandé à des gens venus de tout univers de se mettre au code. Et quasi systématiquement, ça a eu un effet très très vertueux sur ce genre-là parce qu'ils sont mis à comprendre une nouvelle grammaire et finalement à être capables d'initier des discussions avec des univers qui n'étaient pas les leurs et d'une certaine manière être finalement beaucoup plus valorisés dans leur interaction sociale et potentiellement dans leurs futurs emplois à cet égard. Ça, c'est le premier conseil que je donne. D'une façon générale, s'intéresser à ces enjeux de révolution digitale. Mais si je devais donner des conseils qui sont plus, on va dire, super soft skills, je le disais tout à l'heure, mais je m'aperçois que moi, les mentors ont eu un impact très important sur moi. C'est d'essayer de se trouver des mentors dans des domaines qui nous intéressent et plutôt que de les persécuter pour avoir des conseils au quotidien, les voir peut-être 1 ou 2 fois par an et essayer de profiter de leur feedback pour s'améliorer entre-temps. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup pratiqué et je pense qu'il est utile. Quand on s'est rencontrés, on parlait beaucoup des MOOC. Donc les MOOC sont arrivés il y a 4 ou 5 ans. On a investi beaucoup d'argent pour produire des MOOC. Et aujourd'hui, il y a un espèce de retour de bâton, de MOOC bashing. Moi, je trouve que c'est un retour du conservatisme. C'est-à-dire qu'on dit finalement les MOOC n'ont pas été rentables, n'ont pas réussi à transformer les gens, alors que c'était peut-être trop leur demander et que ça, c'est finalement une grille de lecture un peu dépassée. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des MOOC, de ce phénomène des MOOC, vers où on va, et qu'est-ce que tu penses surtout du phénomène de l'anti-MOOC? Oui, j'ai effectivement vu ce phénomène apparaître et qui est très largement porté d'ailleurs par le corps professoral qui est trop content de pouvoir décrier ces plateformes. En réalité, à mon avis, il va y avoir un deuxième coup de bâton, mais dans leur dos à eux, c'est-à-dire que ces plateformes-là sont en train petit à petit de trouver leur marque et lorsqu'on aura corrigé les défauts inhérents au premier MOOC, qui était qu'on reproduisait le cours magistral sur la plateforme, eh bien on va voir ces fameux MOOC devenir extrêmement efficaces, notamment parce qu'ils seront plus dynamiques, etc. Plus interactifs, plus sociaux. On va voir qu'ils évoluent en mode Spock assez facilement, c'est-à-dire avec des interactions avec les professeurs qui deviennent des mentors. On va être surpris de s'apercevoir qu'on est capable de massifier l'éducation beaucoup plus qu'on ne l'aurait aujourd'hui imaginé. Merci beaucoup Gilles de t'être prêté à cet exercice, à cette conversation apprenante. On espère qu'il y en aura d'autres et rendez-vous sur notre chaîne YouTube très prochainement. Merci beaucoup.